Salut les potos et bienvenue dans ce nouveau GCN Show. Il s'agit déjà du numéro 132 et cette semaine je me retrouve sans Lolo qui a pris une petite semaine de vacances, raison pour laquelle j'ai décidé de vous préparer un débrief du nouveau barème du World Tour masculin qui va changer en profondeur le visage du cyclisme européen et international. Il débarque à nouveau avec le Het Nieuwsblad dans moins d'un mois, raison pour laquelle on va rentrer dans le détail pour comprendre ce qui change. Allez, c'est parti. Commençons les amis par le plus gros changement de cette saison. Le World Tour masculin passe à 18 équipes. Et oui, on s'est basé sur les dernières saisons. Vous l'avez vécu en fin de saison dernière. La course au point faisait rage et a donné lieu au classement des 18 meilleures équipes qui sont donc référencées dans le World Tour masculin cette saison. Un petit mot du côté féminin, on passe désormais à 14 équipes. Je vous l'ai dit, c'est régulier. Tous les ans, on fait évoluer ce World Tour de façon à ce qu'il se rapproche toujours plus du masculin. Mais ça, c'est une habitude. Ce qu'il est moins, c'était de voir un ravalement de façade en profondeur du World Tour masculin. Donc je vous rappelle rapidement les 18 équipes qui feront partie de ce circuit cette année. Il y a évidemment du côté des équipes françaises AG2R Citroën, on retrouve également Cofidis, Groupama FDJ et Arkea Samsic qui a chèrement vendu sa peau l'année dernière pour venir chercher cette place. On retrouve également évidemment la Alpecin de Koning, la Astana, Bahrain Victorious, Bora-Hansgrohe, IF Education et Dizzy Post, Green Edge Cycling qui est désormais l'ex-Bike Exchange, Ineos Grenadier, Intermarché Circus Wanty, Jumbo Visma, Movistar, Soudal Quickstep et Team DSM et Trek Segafredo qui accompagnent la UAE Team Emirates. Voilà, pour être au complet, ce sont les 18 équipes. Vous l'avez vécu l'année dernière, il y a eu une forme de relégation. Néanmoins, les équipes qui sont restées sur le carreau pourront être invitées cette année dans les principales courses World Tour. Donc ça, c'est pour le nombre d'équipes dans le World Tour, mais finalement, on se rend compte que ça va être une année de transition où tout le monde sera plus ou moins invité partout et c'est pas ce qui va changer le plus. Ce qui va changer le plus, eh bien, c'est du côté du barème. Mais avant de parler de barème, je voudrais vous donner un ordre d'idée de ce qui se passe aussi du côté du calendrier. Alors, chez les hommes, pas grand-chose de nouveau, même si une réflexion est en cours, parce que le but à terme de l'UCI, eh bien, c'est tout simplement d'avoir un vrai circuit avec aucune date qui se chevauche. Et oui, c'est assez logique. Le World Tour, jusque-là, c'était un peu tout et n'importe quoi. On pouvait se retrouver avec une course à étapes et une classique le même week-end qui, toutes les deux, rapportaient des points pour ce circuit. Désormais, le but, il y a un calendrier collaboratif qui a été donné à tous les organisateurs, c'est que chacun trouve sa date. On peut s'attendre à ce que les principales dates du calendrier, les grands tours, les grandes classiques, restent là où elles ont l'habitude d'être organisées. Néanmoins, eh bien, certaines courses par étapes, d'une semaine notamment, certaines classiques pourraient évoluer. À voir. Je pense notamment à certaines classiques. On ne sait jamais, le Tour de Romandie par exemple, qui est du 25 au 30 avril, qui est en général une bonne préparation pour la suite de la saison. C'est 2 jours après Liège-Bastogne-Liège. On pourrait imaginer qu'ils décident de se placer plus tard dans la saison. Pourquoi pas en septembre ou en octobre? C'est tout à fait possible. Ce que je vous dis, ce n'est pas une information, c'est une spéculation. En tout cas, on peut s'attendre dans les années à venir à un chamboulement de ce calendrier qui veut toujours plus se diversifier en termes de géographie et donc être international, mais qui veut aussi se clarifier un petit peu et éviter, vous l'avez compris, les doublons. Du côté des femmes, il y a quelques nouveautés dès cette saison puisqu'on a l'apparition de 4 nouvelles courses, mais également une disparition. Le Tour Down Under féminin que vous avez pu suivre sur GCN+, l'UAE Tour féminin qui arrive également, qui fait son apparition, qui sera le pendant féminin de l'UAE Tour masculin, et on a enfin l'apparition en World Tour, puisque c'était qu'une course Pro Series, entre guillemets, du Het Nieuwsblad chez les femmes. On aura également le Tour de Suisse qui sera prévu sur 4 jours et qui intègre ce circuit, et je vous l'ai dit, donc une disparition qui est la Ride London Classic, qui disparaît tout simplement parce qu'elle n'a pas trouvé de diffuseur télé. C'est dommage, c'est une très belle course et je sais qu'elle est particulièrement appréciée par les filles, mais en tout cas, elles pourront toujours la concourir, mais elle ne sera plus dans ce circuit World Tour. Bref, passons au vif du sujet. Ce que vous attendez tous, c'est le gros changement du barème du World Tour masculin et l'évolution en profondeur que ça va engendrer, notamment pour le calendrier des équipes, parce qu'on peut s'attendre à voir de plus en plus de gros poissons sur beaucoup de grosses courses et plus longtemps. Fini l'époque Armstrong où il ne faisait que le Tour, le Dauphiné et Paris-Nice en préparation. Il y a de grandes chances qu'on retrouve les gros poissons du peloton plus longtemps sur plus de courses parce que forcément le World Tour devient de plus en plus important et surtout va primer les grandes courses plus que les courses de deuxième niveau. Donc on passe par exemple sur une victoire finale du Tour de France en 2022
de 1000 points à 1300 points. Donc le tour prend encore plus d'importance, ce qui est valable également pour tous les autres grands tours. Un des grands débats l'année dernière, si vous vous souvenez, dans la bataille à la course au point justement pour intégrer les 18 équipes du World Tour, était celui de dire il vaut mieux aller faire une classe 2 et la gagner que remporter une étape sur un grand tour parce que ça rapportait plus de points. Eh bien ça va se terminer puisque les étapes de grand tour vont être réévaluées avec plus 50% puisque on passe de 100 points en 2022 pour une étape de grand tour, c'était 120 pour le tour qui comptait un peu plus, à 180 points, donc de 100 à 180, et pour le tour donc ça passe de 120 à 210 points. Donc clairement, les étapes de grand tour sont enfin réévaluées à leur juste valeur, ce qui signifie qu'on n'aura pas le cas Brian Cocard l'année dernière qui se posait la question est-ce qu'il devait quitter la Vuelta pour aller participer à une classique un week-end pour éventuellement ramener des gros points. L'autre cas de figure, eh bien, c'est celui des monuments qui, entre guillemets, ne rapportaient que 500 points, ce qui est déjà pas mal, hein. Si vous vous souvenez, victoire sur le Tour de France, c'était 1000 points, donc la moitié sur un grand monument. Et bien là, on passe à 800 points en 2023. Et enfin, les grands événements annuels ou tous les 4 ans pour les Jeux Olympiques, que sont les mondiaux et les JO, eux aussi sont réévalués puisqu'on passe de 600 à 900 points. Donc les JO et les mondiaux de course en ligne, désormais, seront à 900 points, toujours le même nombre de points pour ces deux événements dont on rappelle que eh bien, ils ne se courent pas en équipe mais en sélection. Pour autant, eh bien, les points engrangés tombent dans l'escarcelle de l'équipe du coureur. Donc Remco Evenepoel a rapporté l'année dernière avec l'ancien barème 600 points. Désormais, ça passe à 900. Autre changement important, le World Tour se calculait, en tout cas son classement, sur les meilleurs coureurs, les 8 meilleurs coureurs de chaque équipe. Désormais, on passe aux 20 meilleurs coureurs de chaque équipe, ce qui signifie qu'il va falloir avoir de la profondeur de banc, les amis. Et oui, parce qu'il va falloir avoir plus de coureurs qui marquent des points, ce qui va favoriser les équipes avec des effectifs à rallonge, tels que la Quick Step par exemple, qui nous a habitués à marquer des points avec énormément de coureurs, ou la Jumbo-Visma l'année dernière, qui a gagné des courses avec énormément de coureurs différents. Et bien ces équipes-là seront favorisées plutôt qu'une équipe par exemple qui miserait tout sur un sprinter qui ramène tous les points à la maison. Donc ça aussi c'est à prendre en considération. Donc quelles conséquences? Je vous l'ai dit clairement, on devrait voir les gros poissons sur de nombreux fronts et revenir à des saisons peut-être à la Eddy Merckx où il va falloir courir, y compris pour les grands leaders, de très nombreux jours de course par rapport à ce qu'on a pu voir dans le passé. Certaines équipes pourront certainement aussi se permettre le luxe de laisser des leaders au repos, si elles ont des leaders de rechange, on vient d'en citer 2, mais globalement on peut s'attendre à ce que la bataille fasse rage, et je vous rappelle qu'on est parti sur un nouveau cycle pendant lequel eh bien, ces licences World Tour sont bloquées jusqu'en 2025, à l'issue duquel eh bien, elles seront redistribuées. Donc il va falloir commencer à marquer des points dès aujourd'hui et ne pas attendre le dernier moment comme certains l'année dernière pour se rendre compte qu'ils étaient sur la sellette. L'autre conséquence, et celle-là elle est peut-être entre guillemets plus grave ou plus dommageable pour les coureurs, eh bien c'est celle du nombre de jours de course à l'année. Car l'UCI, dans sa règle numéro 7, nous dit qu'un coureur professionnel ne devrait pas dépasser 85 jours de course. Alors c'est une règle qui a toujours été un petit peu laxiste parce qu'on n'a jamais vraiment sanctionné les équipes qui dépassaient ce nombre de jours de course avec 1 ou 2 coureurs. Le problème c'est que là on risque de démultiplier les coureurs qui vont dépasser ce nombre de jours parce que eh bien, on va avoir des équipes aller chercher les points sur des courses sur lesquelles ils n'avaient pas l'habitude de s'engager, et pour cela eh bien, il va falloir rajouter des jours de course à certains coureurs. Je vous donne comme exemple Thomas de Gendt l'année dernière qui a quand même fait 97 jours de course. C'est le coureur professionnel qui a le plus couru l'année dernière. On est clairement à plus de 12 jours de course de plus que ce qui est recommandé maximum par l'UCI. Hein. C'est maximum recommandé, donc ça ne veut pas dire qu'il faut que tout le monde court 85 jours. Mais lui, il a quand même fait 97 jours de course, qui est énorme, énorme. Un Thibaut Pinot, par exemple, a fait 84 jours de course, ce qui est dans la limite, mais ce qui est déjà très très impressionnant. Un Pierre Roland, pour sa dernière saison, 83. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. On peut s'attendre donc à une explosion du nombre de jours de course chez les coureurs, à voir comment les équipes vont le gérer. Est-ce que les effectifs vont aussi s'élargir? On voit qu'il y a de plus en plus d'équipes qui utilisent les coureurs de leur team développement sur certaines courses pour pouvoir pallier à ce phénomène. Donc, à voir comment tout ça évoluera. En tout cas, c'est un World Tour qui s'annonce passionnant, excitant, parce que eh bien, les têtes d'affiche seront présentes sur tous les grands tours et sur tous les grands monuments, peut-être plus que jamais. En tout cas,
depuis longtemps. On n'avait pas vu autant de têtes d'affiche réunies sur de grands événements. Et ça, c'est le point positif. On sera toujours à temps d'en faire les critiques à la fin de cette première saison expérimentale avec ce nouveau barème. Voilà les amis pour le guide de la saison. On se retrouve très bientôt, déjà sur JCN+, pour l'UAE Tour, qui sera une date de ce World Tour, avant de le voir débarquer en Europe à la fin février. Voilà les potos, je vous propose qu'on passe à l'actu, parce qu'il y a énormément de choses à dire cette semaine. Dans l'actu cette semaine, la première évidemment, c'est l'annonce de la retraite de Peter Sagan qui se retire justement du fameux World Tour à la fin de la saison, même si son équipe n'en fait pas partie, puisque je rappelle que Total Energy n'est pas dans les 18 équipes. Néanmoins, Peter a annoncé qu'il continuera à faire du vélo jusqu'au JO 2024, mais il devrait se consacrer l'année prochaine au VTT, qui sera donc son objectif à Paris, vous l'aurez compris. Deuxième actu cette semaine, on est toujours dans la phase de réservation du Global Bike Festival qui aura lieu en juin en Autriche. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site si vous voulez passer des vacances cyclistes avec nous. C'est en juin, c'est en Autriche, le lieu est magnifique et on partagera énormément de rides, quelle que soit la discipline, et plus encore. L'autre actu cette semaine, ça y est, Zwift lance enfin sa nouvelle map. Si vous en aviez marre de poncer toutes celles que vous connaissez déjà et vous en connaissez tous les recoins et tout le moindre circuit, la map Scotland débarque. Ça y est, c'est fait. Ils avaient déjà lancé le teaser. C'est officiel. En parlant de Zwift, quelques nouvelles de Max. Vous savez, le poteau de Lolo qui s'est lancé dans le défi 30 minutes de sport par jour pendant 30 jours. On arrive au terme de ce défi cette semaine. Il est l'heure de compter les points. On va vous faire une petite vidéo débrief, mais je vous annonce déjà qu'il a été très assidu. Et les résultats sont assez impressionnants. Donc restez connectés, dans les 15 prochains jours, on vous propose une petite vidéo bilan de tout ça. J'espère de votre côté que les résultats auront été bons et que vous y êtes tenus. N'hésitez pas, comme d'habitude, à poster sur l'application JCN ou autre, d'ailleurs, en mettant le hashtag 30in30 et ajouter JCN ou taguez-nous à côté. Du côté de JCN+, ce week-end, le tant attendu championnat du monde de cyclocross arrive. On va retrouver évidemment les deux fantastiques Van der Poel, Van Aert, mais aussi Fem Van Empel et Puck Peters chez les femmes qui se livrent une bataille elle aussi enflammée. Et justement, il est temps de vous parler de ce qui s'est passé en cyclocross ce week-end avec une victoire dans chaque camp. Les Alpecin avaient choisi de se rendre à la Coupe du Monde de Besançon en France, et avec une certaine réussite, puisqu'ils ont remporté la course tous les deux. Mathieu Van Der Poel qui fait le doublé après Benidorm la semaine passée, et Puck Peters qui l'emporte chez les femmes également. Comme eux avaient choisi la Coupe du Monde en France, du côté de la Jumbo-Visma, Van Aert et Fem Van Empel l'ont emporté eux en Belgique la veille du côté du trophée X20. Et oui, ça s'annonce compliqué pour ces mondiaux du côté pronostic, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes. On a clairement 2 hommes et 2 femmes très en forme. Il va être compliqué de savoir qui l'emporte. Je pense que les conditions climatiques vont grandement jouer. On notera la 4e place chez les hommes à Besançon de notre champion national qui arrive en forme au bon moment. Les championnats du monde sont là la semaine prochaine. Et également la retraite annoncée de Steve Chenel qui courait sa dernière course, sa dernière Coupe du Monde sur le sol français et qui a eu droit à un bel hommage du public. On le salue, Steve. On passe du côté de la route. Ce week-end, il y avait énormément de courses également. On a eu droit à la Cadel Events Great Ocean Race avec la victoire d'un jeune Allemand qui s'appelle Marius Meyerhofer devant un jeune Français que vous connaissez bien aussi qui est Hugo Page et Simon Clark. Hugo Page qui vient de confirmer le très bon début de saison des Intermarchés. Qui d'ailleurs ont fait un doublé avec Kobe Gossen du côté de Majorque où il a remporté coup sur coup 2 étapes des manches majorcaines de début de saison sous la pluie et sous la neige, un temps qu'on n'a pas l'habitude de retrouver sur l'île espagnole. Il y avait également le Grand Prix de la Marseillaise ce week-end qui lui a été remporté par un Américain. C'est une première, la première fois qu'un Américain s'impose à Marseille. C'est Nelson Powles qui arrive en solitaire. Et Valentin Ferron règle un petit groupe pour la 2e place devant Brent Van Moer. Du côté des femmes, enfin, pour compléter les résultats du week-end, on avait la première classique espagnole de la saison avec la Women's Cycling Pro Costa de Almeria qui a été remportée par Ariana Fidanza au sprint devant Emma Norsgaard et Audrey Cordon-Rago à qui on souhaite un très bon retour dans le peloton pro avec sa toute nouvelle équipe. Voilà pour les résultats, il ne reste plus qu'à passer au vélo de la semaine.
On a décidé de rester dans la thématique Cervélo avec un vélo de chrono pour changer un petit peu. On a fait beaucoup de gravel ces derniers temps avec ce magnifique Cervélo qui appartient à Andrea. Il s'agit du P5 année 2020. Très aéro, petite taille a priori, pour moi ce serait un petit peu compliqué de monter là-dessus. En tout cas, tout à droite, manivelle à l'horizontale, rien qui dépasse, très belle photo. On peut peut-être regretter le mur en fond, on aurait aimé un fond un petit peu plus équivoque. En tout cas, très belle machine qui sera retrouvée dans l'élection du vélo du mois très prochainement sur l'application GCN. Voilà les amis, c'est terminé pour ce GCN Show. On se retrouve la semaine prochaine avec le poteau Lolo. Tenez-vous prêt, votre carnet en main pour suivre le World Tour en attendant, et c'est tous les week-ends sur GCN+. Allez, bisous!